Dans sa quête de vengeance, un homme invoque des forces qu'il ne peut maîtriser, plongeant tous ceux qui l'entourent dans un chaos irrémédiable, découvrant trop tard que la vengeance, lorsqu'elle est alimentée par le mal, dévore aussi son auteur. La résidence du gouverneur Opianiwa, située dans le quartier résidentiel calme d'Aquapinto, est un lieu de luxe et de sérénité. Ce soir-là, les lourdes portes en bois de la villa s'ouvrent pour accueillir une soirée élégante, marquée par des discussions importantes et des affaires de grande envergure. Les invités sont triés sur le volet, des hommes d'affaires influents de la région, des diplomates et des figures politiques qui comptent parmi les élites de la ville. L'ambassadeur Benelli, un homme de caractère et de grande renommée, est l'un des invités spéciaux de la soirée. Tout est organisé dans les moindres détails pour impressionner, tant par le cadre que par la qualité de la réception. Le dîner est prévu dans la grande salle à manger, décorée avec soin pour l'occasion. Les lustres étincelants et les chandeliers en argent dispersés sur la table reflètent la lumière tamisée des bougies, créant une ambiance chaleureuse et raffinée. Les nappes blanches immaculées et les assiettes de porcelaine finement décorées ajoutent une touche de classe à ce cadre déjà somptueux. Le personnel, en particulier Comé, le domestique du gouverneur, s'affaire discrètement à préparer la salle pour l'arrivée des invités. Chaque détail compte, les verres sont impeccablement alignés, les couverts soigneusement disposés, et la nourriture promet d'être aussi exquise que les convives eux-mêmes. Le gouverneur Opianiwa, homme sévère et autoritaire, se trouve à la tête de cette soirée. Il est un homme d'affaires astucieux, très respecté dans la ville, mais aussi redouté pour sa discipline rigide et son tempérament impitoyable. Dans ses yeux, une lueur de contrôle, un désir constant de maintenir son autorité. Ce dîner, il l'a organisé dans le but de renforcer ses relations d'affaires avec des partenaires stratégiques, notamment en discutant de contrats et de projets d'infrastructures avec des investisseurs internationaux. Les premières heures de la soirée semblent se dérouler sans accroc. Les invités, bien que conscients de la réputation du gouverneur, apprécient la conversation et les mets raffinés qui leur sont servis. On parle de grands projets, d'investissements et de la politique économique de la région. Les rires sont polis, les échanges mesurés. Le gouverneur, tout en menant la conversation, observe minutieusement ses invités, jaugeant les réactions de chacun. Il est dans son élément, dictant le ton et la direction de chaque discussion. Cependant, malgré cette apparente harmonie, quelque chose d'indéfinissable commence à s'installer dans l'air. Un léger malaise, imperceptible au début, se fait sentir parmi les convives. Certains, surtout ceux qui sont plus sensibles aux énergies environnantes, commencent à ressentir une tension inhabituelle, comme si la pièce elle-même devenait plus étouffante. Mais personne n'ose en parler ouvertement. Au fur et à mesure que les verres sont remplis de vin et que les coupes sont portées en l'honneur de nouveaux contrats et projets, l'atmosphère de la soirée change subtilement, sans que quiconque ne sache vraiment pourquoi. Il n'est pas encore visible, mais cette soirée marquera un tournant pour tous les présents. Les bougies, allumées sur la table, l'éclat de la lumière tamisée, et même le parfum des mets sont devenus des éléments chargés de significations plus sombres. Ce qui commence comme une soirée de célébration devient lentement un prélude à un enchaînement d'événements bien plus sinistres. Pourtant, personne ne se doute de ce qui les attend. Le démon, Kangalo, et la vengeance de Comé sont encore invisibles aux yeux des invités. Mais leur présence se fait déjà sentir, subtilement, dans les ombres de la pièce. Alors que les discussions prennent un tour plus intime, et que le repas se poursuit, les convives échangent des plaisanteries et des réflexions sur les affaires à venir, inconscients que ce qu'ils croient être une soirée ordinaire est sur le point de se transformer en un cauchemar. La colère de Comé, cachée jusque-là sous sa façade de serviteur, commence à prendre forme dans des actes invisibles, mais fatals, qu'il a orchestrés dans l'ombre. Tandis que le dîner se poursuit, l'attention des invités se concentre sur la conversation, les mets raffinés et l'élégance du lieu. Mais dans l'ombre de la maison, une force invisible, encore imperceptible, prend forme. Au centre de la scène,
les bougies allumées sur la table semblent innocentes. Elles sont là pour éclairer l'espace, pour ajouter une touche de sophistication à la soirée. Mais ces bougies, loin d'être de simples objets décoratifs, portent en elles une énergie bien plus sombre. Comé, le domestique du gouverneur, est un homme silencieux, discret dans ses mouvements et ses paroles. Il sert les invités avec un respect apparent, mais derrière cette façade se cache un homme brisé, humilié et rongé par la colère. Ce n'est pas la première fois qu'il endure les humeurs violentes de son patron, mais cette fois, quelque chose en lui a éclaté. La brutalité du gouverneur, qui l'a frappé sans raison ce soir-là, a réveillé en Comé une rage profonde et une soif de vengeance qu'il n'avait jamais osé libérer auparavant. Le domestique, qui aurait pu se contenter de ruminer sa colère dans le silence, décide d'agir. Il se souvient de ses racines, de son passé de sorcier dans son village natal. Dans ce monde moderne, où les gens comme lui sont souvent ignorés et méprisés, il n'a plus rien à perdre. Ce soir-là, dans sa petite chambre derrière la cuisine, Comé commence à préparer son arme secrète. Sous le faible éclairage de sa bougie, il sort plusieurs éléments de son sac, de la cire, un couteau, et des ustensiles qu'il a soigneusement cachés. Les bougies qui ornent la table du dîner sont des bougies ordinaires, destinées à apporter une lumière chaleureuse à la pièce. Mais Comé les transforme en quelque chose de bien plus maléfique. Dans la lueur de sa bougie, il commence à faire fondre la cire et à l'infuser de son propre sang, qu'il prélève sur ses blessures laissées par la chicotte du gouverneur. Chaque goutte de sang qui se mêle à la cire est une goutte de sa colère, une promesse de vengeance. L'air devient plus lourd dans la pièce. Comé, tout en manipulant la cire fondue, murmure des paroles anciennes, des incantations oubliées, invoquant des forces qui dépassent l'entendement humain. Ce n'est pas un simple rituel de magie noire, c'est un acte de désespoir, un pacte avec le mal. Il mélange le sang et la cire, une fusion de douleur et de rage, tout en visualisant le visage du gouverneur. Chaque mouvement de ses mains semble plus frénétique, ses pensées immergées dans un tourbillon de colère. La bougie n'est plus un simple objet décoratif, mais une arme, une clé qui ouvrira la porte à des forces qu'il ne pourra peut-être plus contrôler. Le processus est long, minutieux. Il remplace les mèches de chaque bougie avec soin, et laisse sécher la cire teintée de rouge dans des moules qu'il a créés. Ce n'est qu'après un long moment que Comé, épuisé mais satisfait, regarde les bougies maudites qu'il a créées. Le sang a teinté la cire en une couleur rouge sombre, presque noire, comme la colère qui bouillonne en lui. Ces bougies ne sont plus simplement des instruments d'éclairage. Elles portent en elles une malédiction, un sort de vengeance, un appel au démon Kangalo, l'esprit du chaos et de la discorde. Il sait ce qu'il a fait. Il connaît le pouvoir de ses créations. Une fois allumées, ces bougies vont libérer une force qui bouleversera tout sur son passage. Le démon qu'il a invoqué, Kangalo, n'est pas un être qui se contente de faire une simple apparition, il est l'incarnation de la violence, de la destruction et de la discorde. Il nourrit les querelles, envenime les relations et déchire les âmes. Et Comé, en fabriquant ces bougies, a consciemment ouvert la porte à ce démon, espérant que la destruction qui s'ensuivra sera la justice qu'il réclame. Mais il ne se doute pas que, comme toute force qu'on manipule, ce démon pourrait bien le détruire lui aussi. Pour l'instant, seul le désir de vengeance gouverne son esprit, l'aveuglant sur les conséquences possibles de ses actes. Une fois ses bougies prêtes, Comé se lève, épuisé, mais satisfait de son travail. Il contemple les bougies maudites qui, à présent, reposent sur la table du gouverneur, prêtes à être allumées. Avec une froide détermination, il sait que la soirée va bientôt prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Ce qui avait commencé comme une simple réception de luxe pour les élites de la ville va bientôt se transformer en un tourbillon de violence incontrôlable. Les bougies, imprégnées de la colère de Comé et de la malédiction du démon, sont désormais prêtes à accomplir leur sinistre mission. Mais tout en les allumant sur la table du dîner, Comé ignore que ce soir-là, il va réveiller bien plus que des esprits en colère.
Il va libérer une force qui, une fois libérée, ne pourra être maîtrisée. Et il devra en payer le prix. Le dîner a atteint son apogée, et tout semble se dérouler comme prévu. Le gouverneur Opianiwa mène la discussion avec son assurance habituelle, scrutant chaque invité, analysant leurs réactions et affinant ses propositions avec un sens aigu du pouvoir. L'ambiance est conviviale, presque cérémonieuse, alors que des toasts sont portés, des rires polyfusent, et des affaires sont discutées avec une subtilité qui témoigne de la maîtrise des hôtes et des invités. Tout paraît parfait. Tout semble sous contrôle. Mais à mesure que la soirée avance, une étrange sensation s'installe lentement dans la pièce. L'atmosphère, qui était déjà lourde sous le luxe et la sophistication, devient de plus en plus oppressante. Les bougies, allumées sur la table, diffusent une lumière tamisée, une lueur douce mais inquiétante, comme si elles diffusaient quelque chose d'invisible, un malaise sous-jacent que personne ne peut vraiment définir. Les invités, d'abord détendus, commencent à se sentir nerveux, agités, mais ils ne peuvent pas mettre le doigt sur la cause de cette sensation croissante. Tout commence par un petit incident. L'ambassadeur Benelli, habituellement courtois et posé, se montre plus irritable qu'à l'ordinaire. Ce n'est qu'une petite remarque, lancée à un autre invité, mais quelque chose dans son ton semble tranchant, presque acerbe. Il s'agit d'un détail insignifiant, un commentaire sur la cuisine locale, mais cette phrase apparemment anodine réveille quelque chose d'inattendu chez lui. L'invité à qui il s'adresse répond, non pas avec la même diplomatie, mais avec une pointe de mépris. Un échange banal de mots devient soudainement un terrain d'affrontement. Le gouverneur Opianiwa, assis à la tête de la table, observe la scène d'un œil attentif. Il est habitué aux jeux de pouvoir, aux discussions parfois tendues, mais il sent tout de même qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air ce soir. Cependant, il préfère ignorer cette sensation, pensant qu'il s'agit simplement de tensions professionnelles. Il ne se doute pas qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes à l'œuvre, des forces qu'il ne pourrait jamais contrôler, des forces qu'il a inconsciemment invitées dans sa propre maison. Les tensions, jusque-là contenues, commencent à se déployer comme une toile d'araignée. Les invités qui étaient jusque-là parfaitement polis, écoutant attentivement les propositions du gouverneur, se lancent maintenant dans des discussions de plus en plus animées. Chacun semble soudainement se sentir insulté par les propos de l'autre, et une guerre verbale éclate entre plusieurs d'entre eux. Les rires, d'abord légers, deviennent plus nerveux et forcés. À chaque nouveau commentaire, à chaque nouvelle réplique, l'odeur des bougies se fait plus présente, plus lourde. Elle s'infiltre dans les narines des invités, pénètre leurs esprits, et lentement, inexorablement, elle semble les envenimer. L'odeur de la cire, lourde et métallique, est presque nauséabonde, comme si quelque chose de pourri s'était infiltré dans l'air. Les invités se sentent soudainement mal, presque étourdis, comme si un voile se déposait sur leur jugement. Ils ne se rendent pas compte que l'atmosphère a changé, qu'ils ont tous été affectés par cette énergie maléfique. Le chaos prend de l'ampleur lorsqu'un autre invité, l'un des hommes d'affaires influents, se lève brusquement, renversant sa chaise. Il commence à crier, accusant l'un de ses collègues de l'avoir trahi dans une affaire récente. Les autres invités, pris de surprise, échangent des regards incrédules, mais aucun d'eux ne sait comment calmer la situation. Au lieu de se poser des questions sur la cause soudaine de cette explosion, ils réagissent de manière instinctive, se laissant entraîner dans le tourbillon de la discorde. Les insultes fusent maintenant sans retenue. Les voix s'élèvent, les visages se tendent, et le contrôle semble s'effondrer. Même le gouverneur, pourtant habitué à maintenir l'ordre, est perturbé par cette atmosphère étrangement lourde et hostile. Il essaie de reprendre le contrôle de la situation, mais chaque tentative échoue, comme si un pouvoir invisible l'en empêchait. L'atmosphère s'alourdit de plus en plus à mesure que les bougies, allumées sur la table, déversent une lueur sinistre. Leur lumière vacille, et avec elle, la tension dans la pièce monte. Un malaise profond envahit les invités. Certains semblent comme hypnotisés,
pris dans l'ombre de l'incantation invisible qui flotte autour d'eux. Leur souffle s'accélère, leurs pensées se brouillent. Une sensation de frénésie s'empare des esprits, une rage incontrôlable qui ne demande qu'à éclater. Au fur et à mesure que les éclats de voix deviennent des hurlements, la violence physique devient inévitable. L'un des invités, un homme qui semblait jusque-là calme et réfléchi, se lève soudainement, son visage déformé par une colère aveugle. Il jette son verre de vin sur la table en signe de défi, éclaboussant les autres convives. Puis, sans crier gare, il saisit un couteau. Le geste est rapide, brutal, mais incompréhensible. Il n'y a pas de raison logique, pas de justification, c'est la folie pure. Le couteau scintille sous la lumière des chandeliers, mais avant qu'il ne puisse atteindre sa cible, un autre invité se précipite, désarmant l'agresseur dans un réflexe de survie. La table se transforme en un champ de bataille. Les convives, autrefois polis et mesurés, sont désormais des bêtes enragées, incapables de se contrôler. Les disputes dégénèrent en coups de poing, en griffes, en violence physique. Certains essaient de fuir, mais les portes sont verrouillées, comme si l'enfer s'était fermé sur eux, les emprisonnant dans une pièce qui devient leur tombeau. Le chaos se propage de manière incontrôlable, chaque geste alimentant le précédent, comme une réaction en chaîne, où chacun devient le spectateur de sa propre folie. Le gouverneur, qui jusqu'alors pensait pouvoir maîtriser la situation, se retrouve complètement dépassé. Lui, le maître des lieux, l'homme de pouvoir et d'influence, est désormais un simple spectateur de cette folie. Il tente de calmer les esprits, mais ses mots se noient dans la tempête de violence qui déferle sur la pièce. Il hurle des ordres, ordonnant à ses domestiques d'intervenir, mais les servants eux-mêmes sont pris dans la frénésie. Les visages des invités, autrefois calmes et distingués, sont maintenant défigurés par la rage. Leurs yeux sont fous, leurs gestes désordonnés. Comé, dissimulé dans l'ombre de la pièce, observe avec un mélange de satisfaction et de terreur grandissante. Il a appelé le démon Kangalo, l'esprit du chaos et de la discorde. Ce démon, qu'il a libéré, semble se repaître de cette violence. La rage humaine devient son festin, et il dévore chaque parcelle de raison qui reste dans la salle. Les bougies maudites, qui avaient été placées stratégiquement, jouent leur rôle, libérant toute la colère et la haine contenue dans le cœur des invités. La lumière des bougies, tremblante et vacillante, semble comme une bougie d'offrande au démon, illuminant la scène de manière presque irréelle. Les invités, qui étaient venus pour discuter de grandes affaires, sont maintenant des victimes d'une force qu'ils ne peuvent comprendre. Les coups pleuvent, les cris retentissent. Certains tentent de se cacher sous la table, d'autres courent vers les fenêtres, brisant le verre pour échapper à la folie qui les submerge. Mais le démon est là, omniprésent, et il ne permet à personne de s'échapper. Chaque tentative de fuite est vaine, et la violence devient plus incontrôlable, plus dévorante. La pièce est désormais plongée dans une obscurité presque totale, seule la lumière des bougies éclaire les visages déformés par la terreur et la haine. Ce qui devait être une soirée de raffinement et de politique est devenu une scène d'horreur, un carrefour où la nature humaine, exposée à la colère et à la violence, se révèle dans sa forme la plus brutale et la plus primaire. Le gouverneur Opianiwa, désormais épuisé et terrifié, erre dans la pièce, essayant d'échapper à la violence qui le menace à chaque instant. Il crie, hurle des ordres, mais sa voix est noyée dans le tumulte. À ses côtés, ses domestiques, eux aussi pris dans la frénésie, tentent de se réfugier dans un coin, n'osant intervenir de peur d'être pris à partie. L'ensemble de la résidence semble avoir basculé dans un autre monde, où la raison et l'ordre n'existent plus. La scène devient de plus en plus chaotique et désespérée. Les invités, autrefois des hommes de pouvoir, sont désormais des marionnettes manipulées par une force bien plus grande qu'eux. La lumière des bougies maudites, qui vacillent toujours dans un rouge inquiétant, jette des ombres déformées sur les murs et le sol, accentuant la terreur ambiante. C'est une folie pure, alimentée par la magie noire et la colère humaine.
C'est alors qu'un cri perçant perce l'air, un cri de panique, et la lourde porte d'entrée de la villa s'ouvre violemment. La police, avertie par un appel frénétique d'un des domestiques, fait son entrée dans la résidence. L'arrivée des forces de l'ordre, bien que tardive, marque le début de l'effondrement de l'ordre que le gouverneur a tenté de maintenir. Les policiers, d'abord stupéfaits par la scène qui se déploie devant eux, se précipitent dans la salle à manger, armes à la main, cherchant à maîtriser la situation. Mais ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Le commissaire, un homme expérimenté qui a vu sa part de chaos, est frappé par la violence inouïe qui règne dans la pièce. Les policiers essaient d'arrêter les invités en furie, mais leur tâche semble impossible. Chaque homme qu'ils tentent de maîtriser se débat, se montre agressif, presque incontrôlable. Les policiers hurlent des ordres, mais tout le monde semble perdre pied sous l'emprise de ce qui semble être une malédiction. Le commissaire prend la tête des opérations, mais la situation est hors de contrôle. Les hommes de loi, normalement en mesure de rétablir l'ordre, sont désormais pris dans la même frénésie qui a envahi les invités. Alors que la scène se déchaîne, les policiers commencent à interroger les témoins présents. C'est à ce moment que l'un des domestiques, les yeux fous de peur et de confusion, accoste le commissaire. Il halète, presque incapable de parler, mais il finit par balbutier des mots qui glaceraient le sang de n'importe qui. Les bougies. Elles sont maudites. Le démon. Kangalo. Le commissaire regarde le domestique, qui semble à bout de force, et lui demande de répéter. Comé, accroupi dans l'ombre, se tient à l'écart, observant de loin, attendant que la vérité éclate. Les policiers, ignorant la profondeur de ce qu'ils ont sous les yeux, continuent à interroger les autres témoins, mais ce sont les mots du domestique qui les frappent. En entendant parler du démon Kangalo, le commissaire comprend que ce qui se passe dans cette maison ne peut pas être expliqué par la simple folie humaine. Soudainement, une révélation frappe le commissaire. L'odeur. L'odeur des bougies maudites, qui est restée omniprésente depuis le début de la soirée, l'odeur de la cire fondue et du sang, est un signe. Un signe que ce n'est pas une simple scène de violence, mais un rituel maléfique. Les bougies, avec leur étrange lumière rouge, sont au centre de tout. Elles sont les instruments par lesquels le mal a été invoqué. Alors que la tension monte encore d'un cran, le commissaire se tourne vers Comé, qui est désormais le centre de son attention. L'homme, bien que pauvre et servile, a été au cœur de ce chaos. En l'interrogeant, le commissaire découvre enfin la vérité. Comé a créé les bougies maudites en mélangeant son propre sang avec la cire et en invoquant un démon puissant, Kangalo, l'esprit de la discorde. Ce démon, qui s'est échappé des ténèbres, a pris possession de l'esprit des invités, les rendant fous et violents. Comé avoue enfin avoir manipulé les bougies et appelé le démon, mais à mesure qu'il parle, une peur profonde se lit dans ses yeux. Je ne voulais pas. Ce n'est pas ce que je voulais. Le démon, il ne m'a pas dit qu'il allait tout détruire. Il réalise que la force qu'il a invoquée ne se contente pas de se venger du gouverneur, elle le dévore, lui et tous ceux qui l'ont libéré. En révélant ce secret, il sait que la malédiction le touche également. Le démon Kangalo, qui est venu à lui pour la vengeance, le punit désormais pour avoir osé prononcer ces mots. Les policiers, qui n'ont toujours pas compris l'étendue de ce qui se passe, commencent à se regarder les uns les autres, incrédules. Ils ne savent pas comment réagir face à cette confession. Mais avant que le commissaire ne puisse ordonner quoi que ce soit, il entend un bruit sourd, un cri étouffé dans l'air. Une main de fer semble s'emparer du cœur de Comé. Dans un dernier souffle, il hurle, « Le démon va me détruire. Il ne m'a pas pardonné. » Puis, dans un éclat de douleur, il tombe à genoux, son corps se convulsant avant de s'effondrer au sol. Le démon Kangalo, furieux d'avoir été trahi, se manifeste dans la salle de manière plus tangible. Les bougies, désormais allumées dans toute la pièce, brûlent d'une intensité inhumaine, projetant une lumière rouge sombre sur les visages déformés des invités.
La scène, déjà macabre, prend un tour encore plus sinistre. Le démon a finalement réclamé sa part du pacte. La lumière des bougies s'éteint progressivement, et l'air, saturé de la présence de Kangalo, commence lentement à se dissiper. Le démon, ayant accompli sa vengeance, disparaît dans un nuage de fumée noire, emportant avec lui l'énergie maléfique qu'il avait infusée dans la pièce. Les policiers, qui avaient assisté à toute la scène, restent figés, choqués, incapables de réagir. Ce qu'ils ont vu n'a rien d'humain, rien de rationnel. Les invités, à présent désorientés et épuisés, cessent progressivement de se battre. Les bougies, une fois allumées pour symboliser la grandeur, sont désormais éteintes, leur lumière maudite dissipée dans le vent qui souffle à travers les fenêtres brisées. La pièce est plongée dans une obscurité presque totale, un silence lourd, cassé seulement par les bruits de respiration saccadés. Les derniers témoins, abasourdis, regardent autour d'eux. Les corps de ceux qui sont tombés gisent partout sur le sol. Le gouverneur Opianiwa, lui aussi épuisé et meurtri, s'effondre sur une chaise. Il est toujours en vie, mais le prix de ce dîner maudit est trop élevé. Il a perdu le contrôle de tout ce qu'il croyait posséder, et ce qu'il a vécu ne pourra jamais être effacé de sa mémoire. Le commissaire, tout en observant les dernières traces de la violence et de la magie noire, murmure à lui-même, tout cela, pour la vengeance, pour des bougies. Mais il sait, au fond de lui, que ce n'était pas juste la vengeance qui a détruit cette maison, mais la manipulation des forces qu'aucun homme ne doit jamais contrôler. La scène se termine dans une lourde mélancolie. Le démon est parti, laissant derrière lui un sillage de destruction. Kome, le seul responsable de ce chaos, est désormais mort. Ceux qui restent, témoins de l'horreur, devront vivre avec les cicatrices de cette nuit tragique.